Le coucher de soleil rosé se reflétait sur les eaux bleues de l'océan Atlantique. Le soleil flottait déjà au-dessus des vagues. Il disparaîtrait bientôt complètement à l'horizon, cédant sa place à ses sœurs, les étoiles nocturnes. Mais pour l'instant, il flamboyait, touchant l'eau, et si l'on écoutait attentivement, on aurait presque dit que l'eau crépitait. En réalité, c'étaient les petites vagues qui murmuraient en venant caresser la coque du navire, glissant doucement sur la surface de l'eau. Sur le pont, plusieurs personnes s'affairaient. Le jeune écrivain John Royman et 5 marins, dont l'un frottait le sol tandis que les autres discutaient gaiement. L'écrivain, lui, était à l'écart, des rires joyeux. Appuyé contre la rambarde, il composait une saga marine. Trempant sa plume dans l'encrier, il traçait avec précision des lignes droites de mots. De temps en temps, il levait la tête et son regard distrait errait au loin avant de revenir à l'encrier et au papier. Soudain, John interrompit son travail et secoua la tête avec déception. Il regarda à nouveau la feuille écrite, puis la froissa rageusement. « Non, ce n'est pas ce que je cherche, c'est trop joli !» La feuille s'envola par-dessus bord. John recommença. Dans son esprit prenaient vie des batailles navales encore jamais vues, des prises de villes côtières, des amours sublimes et des haines glaciales, des trahisons et des nobles actes de bravoure. Le vent caressait doucement les cheveux du jeune écrivain, lui inspirant de nouvelles lignes. « Monsieur John !» L'écrivain se retourna distrait. Près de la barre se tenait un marin grand et robuste, vêtu d'une vieille veste usée. Ses longs cheveux noirs étaient entrelacés de rubans décolorés et multicolores, symbole de longs voyages en mer. Le marin acquiesça, avec sympathie, et le cerceau à son oreille, un autre emblème qui distinguait les loups de mer des dockers, scintilla sous les rayons du soleil couchant. L'écrivain salua le marin. « Comment ça va, Conrad ?»« Tout va bien, monsieur John, répondit le marin. Et vous ? » ?»« Oh, je vais merveilleusement bien. Le capitaine m'a demandé de vous prévenir qu'il vous attendrait dans 1 heure. » John remarqua que le timonier, Conrad, rougissait légèrement. Habitué à exprimer ses pensées dans un langage direct et brut, il semblait mal à l'aise en s'exprimant avec une certaine formalité. « Dis au capitaine que je viendrai, et je serai ravi d'entendre toutes ces histoires, » cria John. Le timonier s'inclina maladroitement, ce qui le rendit encore plus gêné. Puis il s'éloigna. John retourna à son travail. Au crépuscule, la brise légère cessa, et à la lumière des étoiles, un chemin argenté apparut sur les vagues. John, fasciné, resta à le contempler, mais ce faisant, il heurta accidentellement l'encrier du coude. Celui-ci glissa sur la rambarde étroite du navire et tomba à l'eau. John eut juste le temps de rattraper ses feuilles de papier. « Ma laide !» cria l'écrivain frustré, mais en regardant dans les profondeurs sombres, il s'interrompit brusquement. Sous la surface de l'eau, il aperçut un crâne humain. John resta figé. Le crâne tourna lentement, lui montrant ses orbites vides, puis disparut sans laisser de traces dans les profondeurs. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Une main lourde se posa sur l'épaule de l'écrivain. « Hein ?» John se retourna et croisa le regard du capitaine. Celui-ci se pencha par-dessus la rambarde et scruta l'eau. C'était un bon encrier. John émergea de sa stupeur. « Quoi ? Je dis que tu ne devrais pas te tourmenter pour une broutille. Je t'en donnerai un autre, » répondit le capitaine en souriant. « Non, ce n'est pas ça. Là-bas, il y avait... comment dire... » John tenta de montrer au capitaine ce qu'il avait vu, agitant maladroitement sa plume et le paquet de papier qu'il tenait encore en main. Qu'est-ce que c'était ? Un tonneau ? Un poisson ? Quoi ? Essaya de deviner le capitaine. Fais attention avec cette plume, tu risques de me crever un œil. Un crâne, murmura John. Ho ! Ho ! Rit le capitaine. Bienvenue sur l'océan, mon garçon. Ici, tu sais, on croise bien pire. Et si jamais tu prends un verre de trop, ce crâne pourrait même te parler. Le capitaine éclata de nouveau de rire. Mais tu crois vraiment qu'il a essayé de me dire quelque chose, murmura John, déconcerté par la réaction du capitaine. Eh bien sûr, semble-t-il que maintenant même les crânes parlent au sobre, répondit le capitaine. Allez, laisse tomber tes affaires et viens avec moi. Je vais te raconter une histoire que seul le diable lui-même pourrait inventer. John acquiesça, et pour s'assurer une fois de plus que le crâne n'était qu'une vision, il se pencha au-dessus de la rambarde. Mais tout ce qu'il y avait là, c'était l'obscurité insondable de l'eau où flottait une légère brume. Ce sera une nuit brumeuse, pensa John en suivant le capitaine Storm, dont la silhouette se dissipait dans l'entrée de la cabine. L'écrivain s'arrêta et écouta. Il lui sembla entendre quelqu'un l'appeler, au loin, mais il ne distingua rien. Probablement était-ce juste le vent. John avait déjà visité la cabine du capitaine par le passé, mais il ne cessait de s'étonner de la décoration ancienne des lieux. Storm n'était pas étranger au confort, et si quelqu'un à bord avait un goût raffiné, c'était bien lui. Les murs et le plafond en bois de rose de la cabine étaient décorés de gravures intriquées représentant des scènes antiques. Des satyres à cornes et des nymphes chantaient au bord d'un ruisseau.
Aphrodite et Arès se livraient à l'amour entourés de Cupide ailé, et Zeus, le tonnerre, fronçait les sourcils depuis le plafond. Dans un coin se trouvait une armoire massive, derrière une vitre. Des livres et des atlas enroulés étaient soigneusement rangés. Sur l'étagère supérieure trônait un chapeau cérémonial à 3 pointes et un candélabre en argent noirci par le temps en forme de 3 jeunes filles portant des bougeoirs sur la tête. Contre un autre mur se dressait une horloge énorme, aussi haute qu'un homme. Selon le capitaine, même lors des tempêtes les plus violentes, rien ne bougeait de sa place, tout était solidement fixé. Les 2 hommes s'assirent dans de hauts fauteuils moelleux autour d'une large table rectangulaire cousine germain de l'armoire. Juste au moment où l'horloge marquait 10 heures, le capitaine servit du vin dans des verres hauts d'une antiquité inestimable. Le vin, remarqua John, n'était pas si ancien, mais assez pour en savourer chaque gorgée lentement, comme un caramel français, sans hâte, en appréciant le goût. « Alors, John, tu voulais entendre mes histoires » demanda le capitaine. « Pas tant pour moi que pour la postérité, » répondit John en buvant une gorgée. « Hé, j'ai une histoire pour eux, » répondit Storm en riant, et poursuivit. « Si cette histoire ne te fait pas peur au point que tu te salisses les pantalons, gamin, je serai obligé de vivre le reste de ma vie dans une cabane au bord d'un étang, à pêcher en silence. Hé, mieux vaut que ça m'arrive à moi, capitaine, avant que ce soit vous, » répondit l'écrivain en souriant. « On a encore besoin de vous ici. » Alors écoute bien, Storm alluma sa pipe. Tabac de qualité, tu ne fumes pas? Ah oui, j'avais oublié, ça m'aide à me concentrer. Cette histoire s'est passée il y a longtemps, à l'époque où tes parents et moi étions encore de jeunes garçons. J'ai eu la chance de m'embarquer sur un navire en tant que mousse. Comment j'ai fait? C'est une autre histoire, en réalité ce n'est rien d'intéressant, comme je te l'ai dit. J'ai simplement eu de la chance. Nous naviguions plus ou moins par la même route que maintenant. Mais nous avions plus de passagers et de marchandises. C'était de bon temps, peu de pirates. Et maintenant? Mais ce n'est pas le sujet. À bord du navire, il y avait une jeune fille, américaine. Elle voyageait avec son père, un important marchand. Le navire, d'ailleurs, lui appartenait. Je ne me souviens plus de notre destination, mais quand nous sommes arrivés ici même. Le capitaine frappa la table de bois avec le tuyau de sa pipe. Je me suis rendu compte que tout le monde agissait avec prudence, presque avec peur. Le capitaine lui-même marchait d'un côté à l'autre du pont, scrutant les vagues, nerveux. Et la jeune fille? Oui, juste au moment où l'horloge marqua 10 heures. Storm regarda John avec sérieux. Ce dernier frissonna, sourit nerveusement et demanda « C'est fascinant la manière dont vous racontez vos histoires, capitaine. J'envie votre style. Que s'est-il passé ensuite ?»« C'est une histoire terrifiante, mon ami. Tu ne me croiras pas. Mais depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais navigué par ici. » La lumière du candélabre dans l'armoire s'éteignait dans un nuage de fumée de tabac, comme une lune perdue dans des cieux obscurs. Tout à coup, John pensa au crâne et à une voix féminine, ou peut-être un gémissement, qui l'appelait depuis l'océan. Les yeux du capitaine étaient indiscernables dans l'obscurité. Ils ne reflétaient que parfois une lueur vacillante. « L'histoire n'est pas encore terminée, mon fils, et tu es déjà effrayé, » dit Storm en esquissant un sourire. Ce qui est le plus terrifiant, c'est de se rendre compte qu'à des centaines de kilomètres à la ronde, il n'y a âme qui vive, et que notre navire flotte au-dessus d'un abîme d'au moins 4000 de profondeur. Un léger souffle de vent ou un soupir de la tempête, et il ne resterait de nous ni éclat ni souvenir. L'écrivain avala sa salive, nerveusement. « Et qu'en est-il de l'histoire, capitaine » demanda-t-il en jouant avec les poignets de sa chemise. « Écoute, continua Storm, même au port, j'ai entendu parler d'un vaisseau fantôme qui apparaît sur l'océan, annonçant des catastrophes. Mais à l'époque, en tant que jeune mousse, cela ne me faisait pas peur. Bien au contraire, cela m'intriguait. Dans chaque ville, chaque marin et chaque prostituée du port avait sa propre fable à raconter, soit pour amuser ses amis, soit pour attirer un prétendant. Les fables n'ont pas de fin, mais quand l'une d'elles effraie des villes entières, ce n'est plus aussi drôle qu'il n'y paraît. Dans de tels cas, même les marins les plus aguerris tremblent comme des chiots sous la pluie, surtout lorsqu'ils se trouvent dans des endroits où des choses très étranges se produisent. C'est ainsi que notre navire s'est retrouvé ici, tout comme nous sommes là maintenant. Pour être honnête, je ne sais pas si quelque chose se produira cette fois-ci, mais cette fois-là, nous l'avons croisé. John frissonna. Un gémissement plaintif, venant de quelque part à l'extérieur, là où n'étaient que les eaux de l'océan, l'appelait, implorant de l'aide. Mais cela ne pouvait pas être. « John, mon fils, que t'arrive-t-il » Le capitaine se pencha vers lui, scrutant son visage. L'écrivain se sentait accablé par la terreur. Il essayait de rester calme. Mais les poignets déchirés de sa chemise et la sueur froide sur son front montraient que ses efforts étaient vains. « Votre histoire, capitaine, » dit-il avec peine, en essayant de ne pas crier. « Je veux l'entendre jusqu'au bout. »
Calme-toi, mon ami, ce n'est qu'une histoire, comme tant d'autres, répondit Storm en éclatant de rire. Alors, que dis-tu? Je suis bon pour raconter des histoires, non? Le jeune écrivain tenta d'esquisser un sourire naturel, mais il était difficile de tromper le capitaine. Mon ami, tu es vraiment tout retourné, dit le capitaine en lui prenant la coupe des mains. La prochaine fois, je ne te servirai plus de vin, tu l'as bien cherché. Allez, je vais t'aider à rejoindre ta cabine. Mon Dieu, que m'arrive-t-il? Pensait l'écrivain alors que le capitaine l'aidait à se relever, ses jambes tremblantes peinant à le soutenir. John! Encore ce gémissement plaintif. Cette fois, l'écrivain l'entendit distinctement. La voix ne pouvait appartenir qu'à la femme la plus malheureuse du monde, implorant désespérément de l'aide. Quel genre d'illusion est-ce? Capitaine, cette voix... John agita les mains, comme pour chasser la vision. Calme-toi, fils, je sais que l'on nous appelle... Capitaine. Un cri retentit de nouveau, juste en face, un navire inconnu. Nous allons nous écraser. Tous coururent sur le pont, et le capitaine y était déjà. Gouvernail à droite, cria-t-il. L'écrivain, un peu plus calme, sortit de la cabine. En un instant, le navire se pencha brusquement vers le bas, et John, incapable de garder l'équilibre, tomba au sol du pont. Lors de sa chute, il heurta une caisse en bois, et des éclats de lumière traversèrent ses yeux. Presque immédiatement, il retrouva ses esprits. Autour de lui, les marins couraient et criaient des jurons. La voix forte du capitaine dominait le chaos. « Conrad, prends le gouvernail, tout à droite, aidez-le !» John se redressa lentement sur ses genoux et sentit du sang couler de son nez. Conrad avait remplacé le timonier et, avec l'aide de 2 marins, tourna violemment le gouvernail. John tomba à nouveau au sol du pont. Cette fois, la chute fut plus douce, et il ne se fit pas de mal. Soudain, des cris de joie s'élevèrent. John leva la tête et vit les marins, les bras levés, acclamant le capitaine. John se leva et resta paralysé en observant la scène qui se déroulait devant lui. À bâbord, à environ 200 pieds de distance, se distinguait un navire. À travers la brume, les silhouettes fantomatiques de ses mâts se dessinaient. John regarda le capitaine, ébahi. « Donne-lui un signal, » dit Storm en se tournant vers l'écrivain. « Voici ta première aventure en mer, mon fils. » Un des marins monta dans le mât et commença à agiter lentement une lanterne à huile. Tous attendirent en silence. Mais il n'y eut aucune réponse. « Est-ce lui ?» demanda une voix parmi les marins. « Lui, qui ?»« Le vaisseau fantôme. » John observait, le cœur serré, le navire inconnu qui se balançait doucement sur les vagues. Dans son esprit, il imaginait des mâts brûlés, des voiles noires et des planches pourries où erraient des fantômes. Son sang se glaçait dans ses veines rien qu'à l'idée de passer encore 1 heure là-dessus. Soudain, la voix ferme de Storm brisa le silence. « Abaissez une chaloupe !» L'équipage le regarda, déconcerté. « Capitaine !» objecta un des marins. « Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Et si ce sont vraiment des fantômes là-bas ?»« Des fantômes ?» Le capitaine fronçit les sourcils. « Des lâches. Il s'est passé quelque chose là-bas. Ils ne répondent pas aux signaux, il n'y a aucune lumière à bord. Si vous étiez en détresse, que penseriez-vous de ceux qui n'ont pas voulu vous aider à cause d'une stupide légende? Qu'on me condamne si l'on perd notre temps à des bavardages inutiles pendant que des gens souffrent là-bas. Il a raison, il n'y a pas de fantômes là-bas. J'y vais. Moi aussi. » Pendant que les marins abaissèrent la chaloupe avec adresse, John pensait que de tels hommes étaient les vrais héros. 8 hommes s'installèrent aux rames. Conrad s'approche. « On vous attend, monsieur John ?» demanda-t-il. L'écrivain n'était pas prêt à répondre. Que devait-il faire? Rester là, à regarder de loin, ou s'aventurer au cœur de l'action, risquant sa vie? Après tout, peu importait ce que disait le capitaine, n'importe quoi pouvait se trouver sur ce navire étrange. Conrad descendit par l'escalier de corde dans la chaloupe. « Eh bien, monsieur John, à vous de décider. Vous n'aurez pas d'autre occasion comme celle-ci, » dit-il avec une lueur d'excitation dans les yeux. « Allez, monsieur l'écrivain, vous écrirez un livre à ce sujet après, » crièrent les marins. « Quand aurez-vous de nouveau l'occasion de visiter un navire fantôme ?» John sentait que la décision se formait en lui. Inspiré par les paroles du capitaine et les plaisanteries des marins, il descendit dans la chaloupe. Les rames plongèrent dans l'eau, et en moins d'1 minute, le bateau disparut dans la brume épaisse. « 1, 2, 1, 2 » ordonnait Conrad. John tentait de distinguer la silhouette du navire mystérieux, mais il n'arrivait à rien voir. Le coup sur le pont et la brume lui avaient laissé un mal de tête. « Bon vin, mais il passe vite » pensa John. Cela le fit sourire. Que peut-on imaginer quand on est ivre? Ils étaient presque à portée du navire énigmatique, mais ne parvenaient toujours pas à le distinguer clairement. On ne percevait qu'une masse sombre et floue dissimulée par la brume. Même le ciel n'aidait pas, car la lumière des étoiles était trop faible. « Comment cela se fait-il » se surprit John. « Il reste encore du temps avant la nouvelle lune. » Et en effet, quelque chose d'étrange se passait. Cet après-midi même, avant d'aller dans la cabine du capitaine, il avait vu la lune.
Mais maintenant, pour une raison inconnue, elle avait disparu. Peut-être était-elle cachée par des nuages. Mais alors, pourquoi les étoiles étaient-elles visibles? John baissa les yeux vers l'eau et faillit suffoquer de terreur. Dans les profondeurs, il aperçut le visage d'une femme qui semblait briller. Qu'était-ce? Une sensation étrange envahit l'écrivain. Ce visage semblait le fixer, l'avertir et lui implorer en même temps. Puis, le visage se dissipa et se transforma en un crâne. John secoua la tête, se frotta les yeux et regarda de nouveau l'eau. Rien n'interrompait la noirceur du gouffre. « J'aurais dû rester à bord », pensa John avec regret en remontant le col de sa veste. « Au moins, j'aurais pu dormir un peu. » Il regarda le navire et bondit. La chaloupe se balança traîtreusement. « Mille diables, John, fais attention, que les requins te dévorent !» cria Conrad. Avec le mouvement brusque, la pipe faillit lui échapper des mains. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?»« Je ne veux pas y aller !» hurla John se couvrant les oreilles avec ses mains. « Maintenant, tu comprends !» L'écrivain regardait la silhouette fantomatique de la jeune femme debout à l'arrière du navire. Elle suppliquait quelque chose à John, tendant les bras vers lui, puis elle se retourna précipitamment et disparut. La vision était si nette que le jeune homme tourna son regard vers les marins, mais eux ne voyaient rien. John s'assit et ils continuèrent d'ermer, construire de ramer dans un silence total. La chaloupe s'approcha du navire. À la lumière des torches, on pouvait mieux distinguer les contours. Lorsqu'il posa un pied à bord, John ressentit une légère déception. Les voiles étaient tout à fait normales, d'un gris clair, et les planches du pont étaient en état acceptable. Le navire n'était pas neuf, mais pas si vieux non plus, et il était difficile d'imaginer qu'il puisse abriter des fantômes, comme le pensait initialement l'écrivain. L'équipage se dispersa sur le pont, cherchant à ne pas trébucher sur les caisses. John se dirigea vers l'endroit où il avait vu la jeune femme. Était-elle vraiment là? Il regardait par-dessus bord, réfléchissant à ce qu'il venait de voir lorsqu'un cri interrompit ses pensées. « Nous les avons trouvés !» Le jeune homme se précipita vers la cabine. « Attendez, monsieur John !» Conrad se plaça sur son chemin. « Vous ne devriez pas voir ça. Vous avez déjà eu assez d'impressions pour aujourd'hui. »« Je suis écrivain, je dois tout voir, » répondit Royman, tentant de passer près du timonier. « Là-dedans, il n'y a que la mort. »« Depuis quand te préoccupes-tu de moi? N'est-ce pas toi qui m'as invité dans la chaloupe? »« Oui, je n'y ai pas bien réfléchi. » John laissa Conrad derrière lui et arriva dans la salle commune. Tout l'équipage du navire fantôme était là, avec la mort, qui n'avait pas encore emporté les corps. Certains étaient allongés par terre, d'autres étaient assis sur leurs chaises, affaissés ou la tête posée sur la table, comme s'ils étaient encore en vie. Se couvrant la bouche, l'écrivain courut dehors et se pencha au bord du navire. « Quelle nuit surprenante !» pensa-t-il à distance. « Et la lune ?»« John !» Il se tourna brusquement, mais ne vit personne. « John !» Il fixa l'espace vide devant lui. C'est de là que venait la voix. D'abord, une légère brume apparut, puis se densifia progressivement pour se transformer en la jeune femme. « John !» Elle disparut à nouveau, avant que le jeune homme ne puisse la distinguer clairement. Au dernier instant, alors que la brume redevenait légère, quelque chose tomba au sol à l'endroit où la jeune femme se trouvait et roula vers John en tintant. Une ombre sombre se dissipa, laissant l'écrivain dans la confusion. Conrad s'approche. « Voilà, monsieur John, on vous attendait, il est temps de partir. »« Oui, bien sûr. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda le timonier se penchant. Le jeune homme s'empressa, devança Conrad, prit l'anneau et le garda dans sa poche. « C'est à moi. »« Comme tu veux, » grommela le marin. « C'est à moi, » répéta John. « Je reviens tout de suite. » Il se tourna et courut vers la cabine. « Où allez-vous, monsieur John ? » ?»« Attendez, je reviens tout de suite. J'ai oublié quelque chose. » L'écrivain retourna dans le royaume des morts. Il s'approcha de la grande table et saisit un journal, dont la première page affichait en grosses lettres le titre « Le mystère du navire fantôme ». John l'avait déjà vu, mais il s'en souvenait seulement maintenant. Le thème des fantômes occupait la première place. Il se tourna vers la porte et sursauta. Une silhouette noire s'évanouit rapidement dans l'obscurité de l'encadrement de la porte. De loin, un grognement se fit entendre, s'éloignant vers la cale. « C'était lui, celui qui était sur le pont quand j'ai vu la fille », pensa l'écrivain. « Qui est-ce et que veut-il » John songea à le suivre, mais il changea d'avis, on l'appelait. Il se hâta de sortir et bientôt l'équipe de secours regagna leur navire. Il n'y avait plus personne à sauver. Au lieu de se reposer correctement, John n'arrêta pas de faire les 100 pas dans sa cabine. Parfois, il s'allongeait, mais incapable de trouver le sommeil, il se relevait. Il aurait été heureux de pouvoir s'asseoir et écrire quelque chose. La feuille de papier était sur la table, brillant doucement, l'invitant. Mais, à son grand regret, il n'avait rien avec quoi écrire. L'encre était au fond de la mer, et le capitaine avait oublié sa promesse de la remplacer. « Et je ne lui ai même pas rappelé », se réprimanda l'écrivain.
Personne ne savait combien de temps ces tourments auraient enduré s'il n'avait pas eu l'idée d'arrêter, de se donner une claque sur le front et de sortir les trophées qu'il avait récupérés sur le navire. Fixant l'anneau pensivement, le jeune homme se souvenait du visage de la fille fantomatique. Ses doigts glissaient doucement sur le saphir, comme si la pierre renfermait un secret. À qui appartenait cet anneau? À celle qui cherchait à lui donner une réponse, ou peut-être n'était-elle qu'un produit de son imagination. Et l'anneau était là, bien avant. John examina de nouveau son trouvaille et le rangea dans sa veste. Vint ensuite le tour du journal. L'écrivain lut rapidement l'article qui racontait comment les marins d'un navire avaient aperçu un bateau disparu depuis de nombreuses années, le Santa Maria. On y rapportait que des cadavres ensanglantés pendaient au mât et des corps mutilés jonchèrent le pont. Beaucoup affirmaient même que le capitaine du Santa Maria continuait de diriger le navire, les yeux transformés en orbite noire ensanglantée. Bien sûr, ajoutait le correspondant, ces détails étaient inventés pour rendre l'histoire encore plus effrayante qu'elle ne l'était déjà. L'article était suivi d'une liste de l'équipage et des passagers. Il se terminait de manière énigmatique. Le bateau fantôme, selon l'équipage et le capitaine lui-même, s'était dissipé dans la brume. John regretta de ne pas avoir eu l'idée de regarder le nom du navire. Il devrait demander à quelqu'un de l'équipage. Il posa le journal de côté et resta pensif. La mystérieuse disparition du bateau fantôme, les corps mutilés, la liste. John reprit le journal et parcourut la liste des passagers. Laura Carbet, américaine, 17 ans. Fille d'un célèbre planteur Carbet, elle voyageait avec son père. « Mon Dieu !» murmura l'écrivain, sentant son cœur s'emballer. C'était elle, la fille qu'il avait vue sur le navire. Alors, ce n'était pas son imagination, il ne perdait pas la raison. John sauta de son siège et se précipita à la recherche du capitaine. Il était impatient de parler à quelqu'un qui ne se moquerait pas de ses visions. D'autant plus que l'histoire inachevée de la nuit précédente nécessitait une conclusion. Le capitaine n'était ni dans sa cabine ni dans le salon, où les marins dormaient paisiblement. John sortit sur le pont et, à la lumière vacillante des torches, aperçut le capitaine. Il était debout près du gouvernail fumant sa pipe. L'écrivain s'approchait, mais soudain il s'arrêta. Il regarda le navire maudit. Quelque chose n'allait pas. John plissa les yeux et distingua deux silhouettes se déplaçant sur le pont, une noire et l'autre blanche. La brume s'était presque dissipée. « John !» cria une voix au loin. L'écrivain regarda le capitaine, mais il ne semblait rien entendre. John tourna à nouveau les yeux vers le navire. C'était bien ça, les silhouettes se battaient entre elles. L'ombre noire avançait sur la file fantomatique. Essayant de ne pas faire de bruit, John descendit dans la chaloupe amarrée sur le côté, posa les rames et, avec un grand effort, commença à ramer. Plus il se rapprochait du navire fantôme, plus la scène se déroulant sur le pont devenait claire. L'ombre tournait autour de la fille, retenue seulement par la lueur qui émanait des bras tendus de Laura. Mais la lumière faiblissait à chaque tentative et l'ombre s'approchait de plus en plus. John ramerait de toutes ses forces. L'ombre hurlait gutturalement en se rapprochant de sa proie. La fille reculait, jusqu'à se retrouver au bord du navire. « John !» Et alors, l'ombre se jeta sur la fille et la saisit. La silhouette sombre souleva Laura au-dessus de sa tête dans un sifflement, puis la lança vers John dans un cri triomphant. Le corps fantomatique frappa l'eau, à peine à portée du bateau. L'écrivain ferma les yeux, mais rien ne se produisit. Il ouvrit les yeux et ne distingua que de faibles cercles à la surface de l'eau, comme si quelqu'un avait laissé tomber une petite pierre. John fixa la silhouette noire et oublia tout. La terreur sauvage l'envahit. L'ombre se penchait au-dessus du bord, le regardant d'en haut. À la lumière de la lune, les orbites noires du visage ensanglanté emplissaient l'air de terreur, le paralysant. C'était le capitaine du vaisseau fantôme, exactement comme le décrivait le journal. Les mains tremblantes de John tombèrent. Le sinistre cadavre était tout près, et son visage sans yeux semblait se rapprocher de celui de l'écrivain. John cria, et son propre cri lui donna de la force. Il saisit les rames et, maladroitement, se mit à ramer. Après quelques coups de pagaie, il réalisa qu'il se dirigeait vers le navire. Il cria de nouveau, mais alors il comprit comment manœuvrer les rames. Il leva les yeux et aperçut le nom du navire fantôme, Santiago. Il parvint à éviter l'ombre au moment où elle tomba sur lui depuis le dessus. Le corps lourd, enveloppé dans une cape noire, frappa le bord du bateau. Le cadavre resta à moitié dans l'eau, mais s'étira quand même vers l'écrivain. John se mit à donner des coups de pied frénétiques contre les mains et les épaules qui s'approchaient, oubliant totalement le pistolet qu'il portait sous son manteau. Il saisit une rame, la leva et la frappa sur la tête du capitaine. Celui-ci tomba plus profondément dans l'eau, mais continuait à s'accrocher au bord avec ses doigts. John commença à frapper ses mains avec son pied, jusqu'à ce que les doigts disparaissent. L'écrivain poussa le navire fantôme avec la rame, ce qui donna un peu de mouvement au bateau. À peine quelques mètres franchis, il aperçut quelque chose qui se dressait au-dessus des vagues. C'était le capitaine. Lorsque son corps se leva entièrement au-dessus de l'eau, le mort commença à marcher dessus, tendant les bras vers John.
Le jeune homme regardait avec horreur le cadavre vivant, incapable de réagir. Lorsque le capitaine était à quelques pas du bateau, il s'arrêta soudainement. Une main spectrale, blanche et émergeant de l'eau, le saisit par la jambe, l'empêchant d'avancer. John se remit à ramer, observant comment le mort tentait de libérer sa jambe. Parfois, il y parvenait. Mais Laura était tenace et l'attrapait aussitôt par l'autre jambe. John priait en silence, demandant de la chance pour lui et de la force pour la fille. Le bateau était à mi-chemin entre les deux navires, lorsque Laura Carbet finit par faiblir. Le capitaine se libéra et, boitant, commença à avancer vers John. Les petites vagues mouillaient les jambes du monstre. L'écrivain avait perdu sa voix à force de crier à l'aide. « Est-ce que personne ne m'entend » pensa-t-il désespéré. Peu importe combien il tentait de ramer plus vite, le mort continuait inéluctablement à se rapprocher. John se maudissait pour sa témérité. Qui lui avait demandé d'essayer de devenir un héros? Alors pourquoi diable suis-je allé? Se justifiait-il, voyant la silhouette sinistre se rapprocher de plus en plus. Ses mains lui semblaient en coton, il avait à peine conscience de les sentir. Un dernier effort, trop tard. Les mains mortes se refermèrent non sur le cou de John, le serrant lentement. Alors qu'il mourait, l'écrivain aperçut le visage de sa mort défiguré, les orbites noires, là où devaient être les yeux. Avec ses dernières bribes de conscience, il sentit le coup sourd du bateau percutant le tant attendu flanc du navire. « Monsieur John, c'est vous? Que les requins vous dévorent. » La voix familière redonna vie à l'écrivain. Il inspira brusquement et la douleur l'étouffa. « Conrad, quelle joie de te voir !» murmura le jeune homme avant de perdre connaissance. Une brume épaisse couvrait le port. Dans une petite pièce, tout était silencieux et presque vide, sauf quelques personnes qui tuèrent le temps en dormant en attendant l'aube. Vers 2 heures du matin, la porte principale craqua et un homme grand entra dans le salon. « Qui est John Royman ?» demanda-t-il. « C'est moi, pourquoi ?» L'homme s'approcha et dit à voix basse « Le bateau vous attend. Mais je pensais que nous partirions le matin. Le capitaine a décidé de partir maintenant. Très bien, je suis prêt. Allons-y. Et laissez-moi votre valise. » Ils sortirent dans la rue et se dirigèrent mandant vers les quais. Un silence absolu régnait, écrasant presque les oreilles. John frissonna. « Quelle brume !» dit-il, « et quel silence !»« Vous n'êtes donc pas d'ici, monsieur John ?» demanda l'homme, tout en allumant une pipe. « Cela arrive souvent ici. » Et il sourit dans l'obscurité. « Le climat anglais. »« Non, je ne viens pas d'ici. Je suis né aux Pays-Bas. »« Et comment êtes-vous arrivé ici ?»« Pour des affaires, » sourit l'écrivain. « Ici, ils ont accepté de publier mon premier livre. Félicitations, monsieur John. » Ils continuèrent à marcher sur le quai, passant devant des navires, des goélettes et des bateaux de pêche. Ils devaient bientôt arriver au bout du port. « Est-ce que nous allons dans la bonne direction ?»« Nous y sommes presque, » répondit l'homme grand en tournant vers un vieux quai abandonné. Un grand voilier s'y trouvait. « Montez à bord, monsieur John, » dit l'homme en faisant un geste invitant. L'écrivain tenta de distinguer le nom du bateau, mais la brume épaisse couvrait tout. Il semblait qu'elle s'était accumulée là intentionnellement. « Comment s'appelle le bateau ?» demanda-t-il. « Santa Maria, monsieur John. » L'écrivain commença à monter le passerelle, examinant la silhouette du bateau. Il n'avait pas fait plus de quelques pas lorsqu'il s'arrêta. « Allez-y, monsieur John, soyez courageux. » L'écrivain leva la tête et regarda les voiles, puis commença à reculer, observant les corps défigurés qui pendaient des mâts partout autour. « J'ai dit avancez !» L'homme grand le saisit par derrière et, lui serrant les bras contre son corps, le souleva dans les airs et le mena à bord du navire. « Voilà, monsieur John, vous aviez peur !» se moquait l'homme, respirant un mélange de tabac et de décomposition dans la nuque de l'écrivain. « Le capitaine veut vous voir. » John criait, essayant de se libérer. Sur le pont, le capitaine l'attendait. Il regardait le jeune homme avec les orbites vides de ses yeux et souriait de manière malicieuse. « Calmez-vous, monsieur John, soyez obéissant, et le capitaine vous pardonnera. » murmurait l'homme grand, remettant l'écrivain comme un bébé au capitaine mort. « Non !» criait l'écrivain, luttant de toutes ses forces. « Calmez-vous, monsieur John. Le capitaine vous aidera à tout oublier. » John ouvrit les yeux et regarda Conrad. « Vous êtes réveillé, monsieur John, je pensais que vous seriez inconscient plus longtemps. » Le jeune homme se leva, portant sa main à son cou douloureux. « Que de choses l'on rêve, » pensa-t-il. « Le capitaine est dans sa cabine? Où d'autre pourrait-il être ?» John, chancelant, se dirigea vers la cabine de Storm. Conrad voulut aider l'écrivain, mais il le repoussa simplement. Le capitaine était à sa place. Assis à la table, fumant sa pipe, il notait quelque chose dans le journal de bord. En voyant John, il sourit et posa sa plume. « Je ne peux pas écrire quand quelqu'un me regarde, » dit-il. « Vous avez raison, » répondit le jeune homme. « Moi non plus, je ne peux pas. »« Assieds-toi, John. On m'a dit que tu avais pris le bateau. J'imagine où tu es allé. Ce que je ne comprends pas, mon fils, c'est pourquoi tu l'as fait, » dit le capitaine. « Capitaine, je ne sais même pas pourquoi, mais
John baissa la tête, se sentant mal à l'aise. Elle était là. « Que je sois englouti par un tourbillon !» rit le capitaine. « Mon fils, qui est-elle ?»« Laura Carbett. »« Ah, je vois. Tu connais cette histoire aussi bien que moi. En fait, je ne l'ai jamais terminée. Racontez-la dans son intégralité, alors je saurai quoi faire. Je suis complètement perdu, capitaine. » John se coucha les mains sur le visage. « D'accord, mon fils, calme-toi. La dernière fois, je me suis trompé, l'histoire n'étant en réalité pas si compliquée. Comme je te l'ai dit, nous avons trouvé ce bateau, le Santa Maria. J'étais un gamin. » Le capitaine sourit. « Je m'étais fait pipi dans mes pantalons et je m'étais caché dans la cale. J'entendais seulement des cris. Et puis, après, ils m'ont trouvé, mais le bateau était déjà complètement différent. John tremblait. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. Il n'avait jamais ressenti cela. Une peur enfantine, presque douloureuse. L'inconnu le terrifiait, et ses tremblements devenaient de plus en plus forts. « Mais ils pourraient revenir, chuchota-t-il. Et je l'ai vu. J'ai vu leur capitaine. Qu'ils essaient. S'ils ne sont pas apparus jusqu'ici, ils ne viendront pas. Et s'ils viennent, je leur donnerai ce qu'ils méritent. » Le capitaine se leva, les yeux brillants de colère. John regarda Storm et se calma. Avec un homme comme ça, rien ne semblait vraiment effrayant. « Que ferez-vous du Santiago ?»« Du Santiago ? Ah, tu parles du bateau maudit. Nous nous en occuperons demain. »« Tu m'avais promis une encriée, » sourit l'écrivain. Le capitaine regarda John interloqué, puis éclata de rire. « Ah oui, je me disais bien que tu étais en train de faire des bêtises au lieu d'écrire. J'en ai deux. Prends celle-là, celle qui est sur l'horloge. » John s'approcha de l'énorme horloge et commença à examiner le cadeau. Le verre bleu, dans son cadre en bronze, était magnifique. Comme toujours, une relique. Storm ne possédait pas de choses simples. « C'est vraiment pour moi ?» demanda-t-il. « Bien sûr, mon fils. » Le capitaine continuait à parler, mais John ne pouvait pas détacher son regard de l'horloge. C'était la première fois qu'il réussissait à examiner correctement son cadran, doré, peut-être même en or, petit en comparaison de la taille massive du corps de l'horloge. Il n'avait jamais entendu l'horloge sonner ou donner l'heure. Pourquoi était-elle donc si grande? Les chiffres romains, les aiguilles argentées et l'ouverture pour la clé de remontage. Quelque chose de curieux. Il y avait deux ouvertures, une normale, mais l'autre... John pressa l'anneau de saphir dans sa poche, celui que la fille fantôme lui avait laissé. « Capitaine ?» John se tourna. « Pourquoi cette horloge a-t-elle deux clés ?» Storm cessa de parler de l'encrier et fixa l'écrivain. « Deux ? Ah, bien sûr, elles sont deux. Tes questions me perturbent en ces derniers temps. Je m'attends toujours à une embrouille, et tu sais que je ne suis pas du genre à me laisser effrayer facilement. J'ai l'une des clés, celle qui donne le remontage, mais l'autre, je l'ai perdue récemment et je n'arrive pas à la retrouver. Est-ce celle-ci ?» John sortit l'anneau. « D'où viens-tu avec ça ?» demanda le capitaine en fronçant les sourcils. « Je l'ai trouvée sur le bateau fantôme, ou plutôt, Laura me l'a laissée. »« Eh bien, on dirait que la fille fantôme t'aimait bien. Merci de m'avoir rendu cet anneau. » Storm tendit la main. « Tu ne vas pas me dire à quoi il sert ?»« Mon fils, es-tu sûr de vouloir l'utiliser ? Si j'étais toi, je ne le ferais pas. »« Pourquoi pas, capitaine ?» Le jeune homme sourit. « Tu es bien curieux, mon fils, et ce n'est pas toujours une vertu. Mais la jeunesse n'est pas un défaut, alors vas-y, tu découvriras par toi-même. » John inséra le saphir dans la fente et tourna l'anneau. Avec un léger craquement, l'horloge se mit à reculer et disparut dans les entrailles du bateau, révélant un sombre passage. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda John, l'anneau en main. « Un escalier. » Le capitaine haussait les épaules. « Allez, mon fils, tu étais curieux, n'est-ce pas ?» John hésita. Storm le poussa doucement. « De nos jours, tout le monde parle de trésors, mon fils. Là-dessous se trouvent mes trésors. Si tu ne veux pas les voir, rends-moi la clé et nous en parlerons plus. » John ne répondit pas, soupira, sourit au capitaine et disparut dans l'obscurité. Il descendit l'escalier et arriva dans la cale. Un étroit couloir s'étendait au-delà, des lanternes pendaient au mur, éclairant les planches en bois. « Si le capitaine descend rarement ici, qui s'occupe des lanternes ?» pensa John, mais il continua à marcher. Le capitaine le suivait. Devant John se dressa une porte. Le jeune homme la poussa et elle s'ouvrit facilement. Il se retrouva dans une chambre secrète de la cale. La lumière faible éclairait des niches dans les murs où reposaient des sacs grossièrement tissés. « Donc qu'y a-t-il dedans ? Regarde par toi-même. Ce sont mes trésors, » répondit le capitaine. Ses dents blanches brillaient dans l'obscurité. John s'approcha d'une des niches et commença à dénouer un sac. Quelque chose murmurait à l'intérieur comme des feuilles sèches. L'écrivain desserra le nœud et recula. Du sac, le visage momifié d'un mort le fixait. Il s'approcha d'un autre sac et là aussi, il y avait un cadavre. John courait d'un sac à l'autre
et ce n'est qu'alors qu'il commença à percevoir l'odeur douceâtre de la décomposition. Pressant une main contre sa poitrine haletante, le jeune homme se tourna vers le capitaine et resta figé. « Ce sont mes trésors, mon fils. Et toi, tu feras partie d'eux. Je t'ai cherché pendant longtemps. » John regardait la silhouette sombre du capitaine, et soudain, il se rappela ce qu'il avait oublié pendant si longtemps. C'était seulement maintenant qu'il commençait à retrouver la mémoire. L'écrivain se souvint que le petit garçon qui s'était échappé dans la cale de l'emperador Fernando n'était autre que lui-même. Et l'histoire que racontait le capitaine était celle de John. Il se souvint du sous-titre du journal « Le Santa Maria, bateau fantôme ». John se sentit de nouveau pris dans un cauchemar. La nuit brumeuse, le bateau au port et l'équipage de mort, avec le capitaine venant chercher son âme. « Je te souhaite la bienvenue, mon fils, à bord du Santa Maria. » Le capitaine montra ses dents et cracha. John sentit qu'il ne pouvait plus bouger. Les images de son cauchemar nocturne revenaient en force dans son esprit. Et à ce moment-là, comme s'il lisait dans les pensées de l'écrivain, Storm fit un pas vers lui. « Tu te souviens de ton enfance, mon fils ? Je t'ai rendu ta mémoire pour que tu comprennes pourquoi tu vas mourir. » Le capitaine n'oublie personne. John remarqua que le capitaine n'avait plus de visage, seulement des orbites vides, des morceaux de chair ensanglantés et en décomposition. Un gémissement guttural échappa de la gorge de John. Le capitaine se remit à sourire, mais ce n'était pas un sourire. Ses gencives noires se découvrirent dans une horrible grimace. « Dans ton enfance, tu t'es sauvé. Mais avec les années, je t'ai retrouvé. Je n'aime pas laisser de témoins. Si tu n'avais pas été aussi curieux, tu aurais vécu plus longtemps, mais aujourd'hui, tu t'es précipité, mon fils. »« C'était toi ?» John recula, incrédule. « Et qu'en est-il de Laura ? Elle m'a arraché les yeux quand tu te cachais dans la cale, » grogna le capitaine. « Je l'ai jetée à l'eau, et elle s'est noyée, donc son âme ne m'appartient pas. Mais elle ne t'aidera pas. Je veux te poser une question. Maintenant que tu sais tout, comment te sens-tu ? Quand la mort est si proche... » La voix du capitaine semblait étrangement étrangère à John. « Mon fils, tu crois que cette histoire pourrait faire un bon livre ?» Le capitaine fit un autre pas. John recula. « Tu crois que la mort sera ta salvation ?» Storm éclata de rire. « Mais tu n'es pas un fantôme » hurla John. « Comme tout l'équipage » répondit le capitaine. « Nous ne sommes pas simplement des fantômes, et si nous le voulons, personne ne peut nous distinguer des vivants. » John se souvint soudainement du bateau des morts, sur le pont duquel il avait vu Laura pour la première fois. « Cela signifie-t-il que le bateau fantôme est celui sur lequel je navigue ?» Il fit un pas en arrière, sentant la peur l'immobiliser. Son cœur battait frénétiquement dans sa poitrine, prêt à éclater à tout moment. « Tu veux savoir ce que la mort apporte vraiment ?» Le capitaine se précipita vers l'écrivain. D'abord, la douleur et la souffrance, et ensuite, l'éternité. Un cri funèbre éteignit plusieurs lanternes et plongea presque la cale dans l'obscurité. John tomba à genoux et, tel un crabe, se recula vers la porte. « Je vais te présenter l'enfer. » Le mort leva un cimeterre qui apparut de nulle part au-dessus de la tête de l'écrivain. À cet instant, un coup de feu retentit. Le capitaine chancela et regarda surpris le revolver fumant dans les mains de John. Un trou traversait sa veste sombre, usée. « Tuez-le » rugit Storm. Derrière John apparurent deux morts. Ils ne différaient pas beaucoup du capitaine. Des corps à moitié pourris, vêtus de ce qui semblait être des vêtements. John se releva d'un bond et sortit la dague qu'il avait récemment commencé à porter. D'un coup de pied, il repoussa l'un des morts et l'autre, qui se révéla être Conrad, reçut un coup de lame. La main morte tenant une hache se relâcha. Ce n'est qu'alors que John remarqua que dans l'obscurité, le capitaine et le timonier se ressemblaient en beaucoup par leur silhouette et leur tenue. Les deux fumaient à la pipe. Probablement à cause de cela, John avait confondu Conrad avec Storm lorsqu'il ramait seul vers le Santiago. L'écrivain échappa au piège et courut vers la sortie de la cale. Derrière lui, des malédictions fusaient. John passa près de la cabine du capitaine, sortit et arriva à la barre. Il saisit une torche allumée et se tourna. Tout l'équipage de morts, mené par le capitaine, était déjà devant lui, formant un demi-cercle, attendant. « Dehors !» hurla John et se saisit de son cou qui lui faisait à nouveau mal. Il commença à descendre lentement les marches vers le pont. Les marins fantômes s'écartèrent, formant un couloir. John avança. Dans une main, il tenait le couteau, dans l'autre, la torche. C'était le seul moyen de se frayer un chemin. Mais les morts n'étaient pas des lâches. En un instant, des dizaines de mains entourèrent le corps de l'écrivain. Quelqu'un de l'équipage le frappa à la tête, et John sentit que tout était fini. Des rires horribles retentirent juste à son oreille. Et au même moment, un tonnerre éclata dans le ciel sombre. Le vent se leva avec force sur les vagues, et John sentit les mains mortes des marins se retirer. Au milieu du pont se tenait Laura Carbett. Sa silhouette fantomatique brillait d'un éclat argenté. « Brûle les sacs !» John se précipita vers la cabine du capitaine, puis se dirigea vers la cale.
Au-dessus de lui, il entendait les cris des marins, et Laura criait aussi. Mais John savait que rien ne pourrait l'arrêter maintenant. Il attrapa une hache et l'écrasa contre la porte en bois, que le capitaine avait réussi à verrouiller. Une des planches se brisa, laissant un étroit trou. À l'intérieur, les sacs étaient toujours là. Le trésor des corps morts, tel était le fardeau du navire. Dans les escaliers derrière lui, des pas lourds se faisaient entendre. Le trou dans la porte était déjà suffisamment grand lorsque John sentit sa propre sang se répandre dans son dos. Des cercles commencèrent à se former devant ses yeux et le jeune homme tomba à genoux. 2 morts essayaient de le traîner hors du couloir étroit, mais John s'accrochait à la hache coincée dans les planches. « Finis-le » dit une voix familière. C'était Conrad avec un machette à la main. Il posa la lame sur le cou de l'écrivain mais tomba immédiatement au sol sans un bruit. Une hache dépassait de la tête du timonier. Un autre marin se précipita vers John mais l'écrivain le repoussa avec la torche allumée. Le mort s'enflamma et tomba sur la porte qui se brisa en morceaux. John se retrouva dans la crypte du bateau fantôme et leva la torche enflammée au-dessus de sa tête. 25 corps reposaient dans les sacs sombres. L'écrivain mit le feu à une momie après l'autre. Les flammes consumaient rapidement les corps secs. « Tu crois que tu peux nous tuer ?» Storm se tenait sur le seuil, la cimeterre à la main. Son apparence terrifiante ne laissait à John aucun espoir, mais les marins derrière le capitaine commencèrent à se dissiper un par un, disparaissant comme des poupées de neige dans un parc anglais. John s'accrocha à la torche de ses 2 mains et se précipita en avant. La lame courbe glissa le long de son bras, tel un éclair, et la torche coupée vola loin. Quelques coups de plus, et John, haletant, se traîna jusqu'au coin. Une traînée de sang s'étendait sur sa poitrine. « Que ressens-tu au bord de la mort, quand il ne reste qu'un pas ?» Le capitaine, la cimeterre en main, s'approchait lentement de John. On entendit un bruit, comme si quelqu'un marchait lourdement sur le pont. L'écrivain se soutint contre le mur et sentit quelque chose sous ses pieds. C'était une arme à feu. John la saisit et, avec ses dernières téléforces, la lança vers le capitaine. L'arme passa à 1 centimètre du visage de Storm, frappa le mur et tomba sur un sac en flammes. « Et avec ça, tu pensais me vaincre ?» se moqua le capitaine, levant sa cimeterre. John ferma les yeux, des tirs retentirent et plusieurs balles s'enfoncèrent dans le cou du mort. La tête de Storm roula au sol. À l'entrée de la cale, des silhouettes humaines se dessinaient. John peinait à tenir debout, appuyant sa main contre sa poitrine. Sa chemise était rouge de sang, et quelque chose dans son dos le dérangeait, provoquant une douleur insupportable. Le cadavre sans tête au sol commença à bouger, mais le jeune homme réussit à atteindre le morceau de torche encore enflammé. Les flammes consumèrent rapidement le dernier sac dans lequel reposait le vrai corps de Storm. Le cadavre fantomatique au sol commença à se dissiper jusqu'à disparaître complètement. Enfin, l'âme du capitaine était libre. John se traîna vers la sortie où l'attendait en déjeant. « Je suis resté avec toi. »« Merci, John. »« Oh, Laura !» sourit l'écrivain. « Mais tout ça a mal tourné. »« Que s'est-il passé ?» Elle se blottit contre lui. « Imagine, je pensais que tous à bord du Santiago étaient morts, indiqua le bateau qu'il avait cru être le royaume des morts. Mais peux-tu le croire ? Ils étaient juste ivres, tu peux le croire. Ils s'étaient simplement enivrés jusqu'à s'évanouir. » Le jeune homme éclata de rire et serra Laura dans ses bras. Des larmes de bonheur brillaient dans ses yeux. Le Santiago s'éloignait lentement, et dans la distance, on entendait la voix rauque du capitaine. « Si on ne nous avait pas aidés à la dernière minute, je ne sais pas ce qui nous serait arrivé. »« Laura, vis avec moi à bord du Santa Maria, » dit John, et il embrassa sa joue fantomatique. « Je serai heureuse, capitaine Royman, » répondit-elle, en posant sa tête sur son épaule. « John, mon néerlandais. »« Ma Laura. »« Le pouvoir de Storm est défini ici, et je veux que le navire porte un autre nom, » dit-elle en prenant sa main sur laquelle brillait l'anneau de saphir à son annulaire. « Comment, Laura ? Dis-moi, et il s'appellera comme tu veux. »« Le vieux Hollandais volant. »« Très bien, sourit-il, ainsi soit-il. » Le nom Santa Maria, inscrit sur la coque du navire, dans lequel se trouvaient maintenant 2 sacs tout neufs, commença lentement à se transformer en « le vieux Hollandais volant ». Les corps fantomatiques des amants devinrent complètement transparents sous les rayons du soleil levant. « Je t'aime, John. Et moi je t'aime, Laura. Nous avons maintenant l'éternité devant nous.